Atteintes aux libertés, propagande sanitaire, grand déclassement, élite méprisante, mensonge, stop. TVL est devenu l'outil de la rébellion massive à cet embrigadement idéologique du peuple français mené prioritairement par les médias mainstream. En désobéissant aux ordres et aux interdits de la pensée unique, TVL a remporté en 2022 son pari de l'influence, mais aussi de l'audience. Cet esprit de dissidence face aux dérives du pouvoir et du système doit s'amplifier encore et encore, vite, très vite, pour atteindre cet objectif. Donnez-nous les moyens de faire connaître la télévision alternative, faire connaître TV Liberté à tous les Français, dans chaque province, région, ville ou village, partout. Aidez-nous à briser la chape de plomb, à faire partager au plus grand nombre le pluralisme des opinions, le débat, la confrontation des idées, la liberté d'expression, la liberté. Mettons toutes nos forces pour que tous les Français retrouvent l'espoir, l'audace, l'esprit de résistance avec TVL. Donnez à TVL pour assurer vos idées en 2023. TVL, la rébellion au quotidien. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans Passé Présent, l'émission historique de TV Liberté en partenariat avec la revue d'histoire européenne. Dans son dernier numéro, la revue vous propose un dossier sur les mercenaires. Nous en avons déjà parlé et reçu ici deux anciens lieutenants de Bob Denard. Mais il est un sujet que nous n'avons pas abordé dans la revue, qui est celui des volontaires français en Asie du Sud-Est dans les années 85-90. Volontaires français partis pour se battre ou instruire principalement la guérilla anticommuniste. Pour nous, Français, cette guérilla est bien lointaine, dans une région du monde d'où la France s'est désengagée depuis la fin de la guerre d'Indochine. C'est aussi une région où le communisme a montré son pire visage, suppression des libertés fondamentales ayant succédé à des massacres de masse ou à des déportations. Nous allons nous focaliser sur un pays qui subit, depuis les années 60, un régime autoritaire marxiste, la Birmanie, qui, en 1988, a connu un nouveau tournant avec la fermeture du pays et surtout un véritable nettoyage ethnique dont sont notamment victimes les Karen, minorité qui plus est chrétienne. Pour cela, je reçois aujourd'hui Aymeric Vallois, qui fut l'un de ces volontaires et qui vient de publier, en auto-édition, un ouvrage intitulé « Action clandestine », préfacé par Éric Dénessé, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement. Aymeric Vallois, bonjour. Dans ce livre très vivant qui se lit comme un livre, un récit d'aventure, mais qui est presque aussi un manuel opérationnel présentant la manière dont il fut possible d'organiser, de former et de conduire une guérilla avec des moyens, il faut bien le dire, souvent dérisoires. Dans ce livre, donc, vous racontez les histoires de ces jeunes gens idéalistes, issus de la mouvance anticommuniste et partis combattre auprès du peuple Karen. Anticommuniste, je disais. Ce fut-il pour vous la principale motivation? Quelle est véritablement l'origine de votre engagement dans ce combat auprès de la guérilla Karen? Alors, l'origine de cet engagement anticommuniste n'est pas au départ liée au Karen, mais à ce qui s'était passé au Cambodge. C'est évidemment la décision des marxistes des Khmers rouges de rapatrier, une fois qu'ils avaient pris Phnom Penh, de rapatrier tous les cadres fidèles à Sihanouk et de les éliminer. Et donc, évidemment, cela a touché mon environnement familial.
Et à partir de là... Votre environnement familial, parce que vous êtes d'origine... Je suis, oui, d'Indochine, enfin d'origine indochinoise. Et on avait évidemment des amitiés au Cambodge. Et il se trouve que cela a particulièrement touché mon affect, dans le sens où à 15 ans, je découvre en effet la politique par le biais des Khmers rouges. Donc j'ai cherché à en savoir un peu plus sur cette idéologie mortifère. Et je me suis juré à 15 ans de me venger. Et de venger mes amis, vos amis voilà, qui ont été tués par les Khmers rouges. Et donc, et de tout mettre en œuvre pour lutter contre eux à travers le monde. Et alors, ce sont des décisions, ce sont celles d'un adolescent, évidemment, qui s'investit un peu naïvement. Mais la finalité, c'était évidemment le combat anticommuniste partout sur la planète. Alors, quel était à cette époque-là, en Asie du Sud-Est, le contexte de la lutte anticommuniste? C'était assez simple. Le Vietnam était tombé, le Cambodge était tombé, la Birmanie avait un régime socialiste, celui du général Ne Win. Un des plus anciens d'Asie du Sud-Est? Non, le plus ancien, dans les régimes socialistes, il y avait déjà des ferments qui dataient, avec Ho Chi Minh, qui dataient déjà des années 40. Hein, donc le socialisme birman était finalement une tendance de l'époque. C'était une tendance, mais c'était pas forcément quelque chose qui était aussi dur que celui des Khmers rouges, évidemment. C'était moins doctrinal. Par contre, c'était beaucoup plus ethnique. Et évidemment, la diversité des ethnies en Birmanie a créé des clivages qui étaient déjà inscrits bien avant, évidemment, le vernis l'ethnie dominante politique. Et l'ethnie dite birmane, enfin, oui, c'est ça, l'ethnie birmane. C'est une ethnie dominante. Donc là, vous avez 15 ans, c'est le déclic. Oui. Vous commencez à militer? Oui, évidemment, je m'investis jeune, évidemment, dans la lutte anticommuniste. Dans la lutte anticommuniste, un peu partout en Europe. Et dans des projections, évidemment, aussi à l'international, ce qui fait, évidemment, que j'ai un œil averti sur les situations géopolitiques qui existait à l'époque. Voilà. Et là, vous faites, donc, juste avant de faire votre service militaire, vous faites une rencontre d'un homme que vous nommez dans votre livre d'une manière assez mystérieuse, le colonel. Oui, c'était le colonel Taipan, c'était comme ça qu'on l'appelait entre nous. Et, qui est cet homme? C'était un officier qui avait fait la campagne de France, un ancien de la 2e DB. Il avait évidemment... fait l'Indochine, il avait été en Afrique, évidemment, ce qui lui donnait une expertise, évidemment, sur des sujets, on va dire, de lutte anti-insurrectionnelle. Oui. Donc c'était quelqu'un du SDEC. Donc il travaillait pour le SDEC à l'époque. Et donc, sur une instruction de Demaranche, il a continué à entretenir les réseaux en Asie à travers des associations qui avaient une vocation de filtre des réfugiés et des boat people, mais qui avaient aussi un volet plus militaire, on va dire. Et ce volet... nous avons participé, évidemment, le fait que nous soyons, évidemment, des Eurasiens ou des Asiatiques, qui nous permettaient de passer dans des environnements régionaux, évidemment. D'une manière plus discrète. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait qu'il s'intéresse à vous, jeune adolescent? Vous avez 18 ans, pas plus? Oui, mais le simple fait qu'on soit très marqué anticommuniste, c'était quelqu'un qui ne portait aucun jugement sur les engagements politiques. Hein. Il jugeait uniquement les gens qui voulaient combattre. Il jugeait que le moteur de l'engagement nous était propre et c'était pour lui important de trouver des gens qui avaient une volonté de s'immerger dans des environnements de guerre, évidemment, et qui soient prêts à s'entraider et à dispenser des formations. Donc, avec quelques personnes, on n'était pas très nombreux. On en parlera plus tard. Voilà, on correspondait à ce profil. Finalement, donc,
Il vous dit, d'abord, tu vas peut-être faire quand même ton service militaire. Voilà. Et il vous file des bouquins. Alors, et là, qu'est-ce que vous apprenez, ces bouquins, c'est une vraie découverte. Qu'est-ce que vous apprenez dans ces livres? Ça prend une place importante dans le groupe. Disons que j'avais évidemment une formation militante qui me faisait comprendre assez rapidement les principes du montage d'un réseau. Mais évidemment, il y avait des manuels techniques sur la mise en place d'une guérilla en jungle, et avec des volets évidemment aussi sur les villes asiatiques. Donc c'était des manuels très pointus sur les méthodes de guérilla. Et donc en effet, j'ai eu à les apprendre, j'ai eu à me former autour de ces ouvrages. Avec des mises en situation qui ont permis d'être le plus efficace possible dans le cadre d'une formation à dispenser aux populations. Voilà. Donc après, vous faites votre service militaire au premier RCP, voilà. Et 3 mois après, j'étais dans la forêt. D'accord. On va faire dans l'ordre. Donc, premier RCP où vous bénéficiez d'une formation oui, de base. Mais vous êtes instructeur également. Oui, voilà, j'étais instruction, et c'est exactement ce que, évidemment, je souhaitais faire, puisque, encore une fois, je devais faire de l'instruction, évidemment, donc, en Asie. Donc, les méthodes militaires sont très bien faites. Elles permettent de prendre en considération tout de suite des jeunes qui viennent d'horizons très différents et de les unir autour d'une mission. Voilà. Parce que c'est ça que vous demande ce fameux colonel, c'est de préparer une équipe pour partir en Asie, voilà, entraîner, instruire des jeunes recrues Karen. Oui, enfin, on était à l'époque, il était déjà à l'époque sur le Cambodge, et donc je suis arrivé avec évidemment une présentation d'une demande de guérilla venant des Karen qui cherchait évidemment des instructeurs. Et donc, comme je connaissais évidemment le colonel, je lui ai demandé si en effet on pouvait dispenser évidemment une formation aussi à ces populations. Et il dit évidemment. D'accord. Et donc là, vous vous lancez dans le recrutement à Paris, en France, dans le recrutement d'une équipe. Comment procédez-vous? Avec l'enthousiasme de mes 25 ans à l'époque. Vous avez quel âge? Pardon? Là, vous avez quel âge? 25 ans à l'époque. D'accord. Et disons qu'on avait tout un tissu humain déjà qui existait, puisque on était tous partis dans des unités parachutistes. Donc c'était relativement simple de trouver des personnes qui soit en sortaient, soit avaient quitté, voilà, enfin sortir, quitter c'est un peu pareil, mais et donc on a eu une ressource humaine qui était disponible assez facilement. Maintenant, on était regroupés en trinômes. C'était les structures d'équipiers des Jetbourg du temps des Jetbourg. C'était les unités commando qui étaient envoyées dans la résistance française, mais aussi au Laos, juste après 44-45. Et donc vous recrutez parmi vos c'est les Anglais qui avaient mis au point ces commandos un peu particuliers. Voilà. Vous nous raconterez la structuration du trinôme tout à l'heure. Donc là, vous recrutez parmi vos connaissances? Oui. Facilement, beaucoup d'enthousiasme? Oui, très facilement. Voilà. C'était assez facile. C'était assez facile. Et puis on avait tous ce moteur d'aventure, on avait tous ce moteur de vouloir faire quelque chose à l'exemple de nos aînés, évidemment en Indochine. Et alors, donc c'était il y avait déjà un rêve sous-adjacent d'action qui était le moteur évidemment d'un pas à franchir. Voilà. Alors, une fois l'équipe constituée, il s'agit d'aller en Birmanie, c'est pas si simple que ça? Oui, c'était pas très compliqué, dans le sens où il y avait déjà eu une reco qui avait été déjà faite. On passe par où? Par quel pays? Par Bangkok. Par la Thaïlande. De toute façon, tout passait par la Thaïlande, puisque c'était le seul pays qui était du monde libre. Voilà, entre guillemets, évidemment. Donc, il était encerclé par les régimes communistes, donc tout se faisait à travers la Thaïlande.
Et on s'appuyait évidemment sur les infrastructures que nous offrait et les frontières que nous offrait la Thaïlande, en repli, évidemment. D'accord, Donc, parce que, là, on va en parler. Donc, vous arrivez en Thaïlande, puis vous passez en Birmanie. Pour vous, finalement, c'est la découverte de l'Asie. Vous étiez déjà allé? Pas du tout. C'était la première fois, en effet, qu'on débarquait là-bas. C'est un choc? Non, pas tellement. Non. Enfin, c'était parce qu'on vous évoquez on était nourris. Les paysages d'Apocalypse Now. Oui, voilà, on était nourris évidemment depuis très longtemps par la 317e section, par Apocalypse Now. Donc on avait des images de films, on va dire, et on avait les ouvrages évidemment de tous les anciens qui avaient écrit sur le sujet. Donc les décors étaient déjà écrits dans nos mémoires, quoi. Les choses étaient là. Ce d'autant que quand on est arrivé, au début des années 80, tout début des années 80, c'était comme si on sortait à l'issue de la guerre du Vietnam. C'était les mêmes musiques, c'était les mêmes bars, il y avait une ambiance qui était celle des années 70. Mm-hmm. Voilà, c'était la même chose. 80, à partir du milieu des années 80, les choses vont commencer à changer assez vite. Mais c'était exactement pareil que dans les années 70. Hein. Entre 70 et début 80, c'était pareil. Voilà. Alors donc justement, cette rébellion Karen, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Depuis quand date-t-elle? Par qui est-elle dirigée? Combien de personnes? Qui sont les Karen? Ça fait beaucoup de questions, mais on va essayer d'éclairer nos téléspectateurs sur le sujet. Tout part évidemment d'une entente à l'issue de l'indépendance. Donc c'était... Birmanie, colonie anglaise. Alors c'était une colonie anglaise, et Aung San, c'était donc un personnage qui était un patriote birman, qui était d'abord rallié aux Japonais, et qui a trahi ensuite les Japonais pour s'associer aux Anglais, et au final il a pris le pouvoir. C'était un personnage politique birman, mais qui avait une certaine ouverture vis-à-vis des autres communautés ethniques de son pays. Et finalement, il a été perçu par une branche birmane un peu extrême comme étant une personne néfaste. Et donc, il a été éliminé. Et évidemment, tous les accords qu'il avait pris avec les autres ethnies sont tombés à l'eau. Et ces groupes ethniques se sont rebellés face, évidemment, à un clan birman, un clan militaire birman qui a pris le pouvoir. Donc cette rébellion, qui était très significative chez les Karen et chez les Mon, évidemment, dans les années 60, elle est montée en puissance. Et vous avez eu un général Ne Win qui a pris le pouvoir, qui a évidemment repoussé ces rébellions après sur les frontières de la Thaïlande. Vous aviez aussi évidemment les armées de Chiang Kai-shek qui s'étaient repliées sur Birmanie-Laos. Donc c'était... les années 50-60 dans cette région étaient un peu confuses. Hein. C'était... voilà. Et les Karen représentaient une force à peu près de 20 000 hommes répartis sur un front de plus de 2000 km. Quoi. C'était un peu dilué. C'est un peu dilué. Alors ils avaient des points évidemment de passage qui leur permettaient de prendre des commissions ou des frais de douane sur les transactions qu'il y avait entre la Thaïlande et la Birmanie. Donc ça leur permettait d'avoir une zone de repli pour les hôpitaux, pour les approvisionnements en matériel. Donc c'était même ce qu'il fallait faire de toute façon. Mais dès le moment évidemment où les Birmans ont commencé à construire des routes qui permettaient d'atteindre ces points de passage, évidemment la guérilla Karen s'enterrait de facto et là elle n'était pas sûre de gagner.
Déjà parce que l'armement birman en quantité était supérieur, et puis en nombre d'hommes aussi. Donc au final, c'était difficile à tenir. Et le quartier général comment s'appelle cette armée de libération Karen? C'était la KLNA. La KLNA. Le quartier général se trouve en Thaïlande ou... Non, il était en Birmanie, enfin il était sur la Moi River, et il y avait évidemment des infrastructures aussi en Thaïlande, évidemment, c'est les mêmes communautés. C'est pas une rivière qui va faire une séparation ethnique. D'accord, on a des Karen des deux côtés de la frontière. Et évidemment, plus il y a eu une pression de l'armée birmane sur ces sociétés Karen, plus il y a eu aussi des réfugiés qui sont venus s'installer en Thaïlande, évidemment. Donc une fois en Birmanie, vous vous retrouvez, vous racontez l'arrivée dans un camp. Oui, une rizière au départ. Une rizière avec quelques paillotes, quelques maisons sur pilotis. Une seule seulement. Et les premiers volontaires donc, sont envoyés par l'état-major, par le quartier général de l'armée. Voilà, on a demandé à ce qu'en effet, on nous envoie en effet des hommes de toutes les unités. Et le quartier général, évidemment, nous en a envoyé. Et chaque unité nous a envoyé aussi une dizaine d'hommes, 10 à 20 personnes à chaque fois. Et on a constitué... donc là, le but étant de former des commandos, les fameux commandos voilà. en trinôme. Voilà. À qui vous dispensez donc pendant quelques mois une formation. Donc là, cette formation, elle consistait en quoi exactement? Alors il y avait une formation de base, c'est la formation de base classique du fantassin, on va dire, et pour déjà sélectionner les caractères et les aptitudes de chacun. Donc c'était une formation tout ce qui est le plus basique sur le déplacement, sur le tir, c'était quelque chose d'assez très classique. Mais sur le deuxième et troisième mois, on avait des spécialisations. Et les spécialisations, elles étaient faites, évidemment, en fonction de missions qu'on allait accorder à chacune des profils. C'était donc la reconnaissance. C'était l'unité dont j'avais la charge. On était en charge de faire les dossiers d'objectifs. Il y avait une unité de démolition qui était en charge de tout ce qui était les mines, les pièges, les explosifs, et des spécialistes en armement. Le troisième, c'était des spécialistes en armement, des équipes choc. Donc, c'était un trinôme qui fonctionnait très bien d'ailleurs. Bon, il y aurait évidemment eu un autre type de profil qu'il aurait fallu adjoindre, mais ça, on s'en est rendu compte plus tard. Mais c'était les trans. Oui, c'est l'une des choses qui nous a le plus marqué. Et médical aussi? Non, pas besoin. Oui, enfin, le médical, oui, trans, oui. Mais tout le monde avait une formation on va dire, de secouriste. Donc, difficile de trouver des médecins et les envoyer au front, quoi. Oui. Et donc, vous les formez aussi aux techniques d'infiltration dans les défenses? Ah, oui. C'est ce qu'on appelle les RRI, les réductions de résistance isolée. Alors évidemment, c'était par rapport aux reconnaissances que l'on faisait sur des positions, on dressait évidemment une stratégie d'attaque, avec évidemment les axes de pénétration et les points d'appui, et ensuite tout le chemin de repli, voilà. Donc évidemment, il fallait procéder de nuit, évidemment, pour reconnaître toutes ces positions et faire le chemin de passage d'une colonne d'assaut. Donc on avait reproduit sur notre position, sur notre camp, on avait reproduit des positions ennemies. Et nos gars s'entraînaient en continu le plus silencieusement possible à pénétrer dans les défenses. Et ça a été une des signatures du commando, c'est de pouvoir rentrer dans les positions ennemies avant qu'ils s'en rendent compte. Alors pour vous, lorsque vous vous retrouvez confronté à la réalité, parce que finalement vous êtes de France, vous avez fait votre service militaire dans un régiment français, vous avez lu des bouquins, vous avez, je suppose, établi un corpus de cours théoriques, et vous vous retrouvez face... Et tout en anglais. Et tout en anglais, et vous vous retrouvez face à la réalité du terrain, avec donc des
des combattants qui viennent du monde paysan la plupart du temps, je crois. Oui, c'est ça. Est-ce que le passage à la réalité, au principe de réalité, a été difficile ? Alors, il y a toujours, dans des cours que l'on peut dispenser, la théorie et la pratique. Oui. La théorie, évidemment, en théorie, on peut envisager tous les cas non conformes possibles d'une situation. Seulement, la probabilité pour que les choses arrivent, il n'y a que un cas ou deux cas qui sont probables et donc sur lesquels il faut se fixer. La réalité du terrain, peut être quelque peu différente de la théorie. Dans le sens, en plus, où dans la chose militaire, vous avez un paramètre qui est pas trop abordé, mais c'est le destin. Le destin, vous êtes incapable de prévoir si la shrapnel va passer à gauche ou à droite ou en plein dans votre poitrine. La trajectoire d'une balle, évidemment, dans un assaut, ça, vous ne savez pas où elle va aller. Et, si vous êtes en face de la personne qui tire, il y aura une probabilité quand même qu'il ne vous rate pas. Mais cette partie de destin est importante. Donc, évidemment, les Américains, eux, par exemple, faisaient une formation, les Special Forces font des formations où ils ne partaient pas en démonstration, en assaut de ce qu'ils enseignaient. Des formations très pointues, très techniques, et là, au niveau de la méthode, ils sont très bons. Mais ils ne sont pas démonstratifs non plus. C'est les principes de faire à l'imitation, non, ils ne le font pas. Ils le font sur instruction de leur hiérarchie, mais en règle générale, ils ne le font pas. Dans les unités françaises, on a une tendance à donner l'exemple. Voilà. On montre ce qu'on est capable ce qu'on enseigne et ce qu'on est capable de faire. Et à l'exemple, vous faites pareil que nous. Vous nous suivez. Alors justement, à propos d'exemple et de évidemment, suivre, il y a un prix aussi à payer. Voilà, parce qu'une fois que l'entraînement est terminé, il faut bien, valider cet entraînement. Et pour valider cet entraînement, il faut aller au contact de l'ennemi. Donc là, ce sont les premières opérations que vous faites avec vos élèves, qui sont maintenant des combattants a priori instruits, mais pas aguerris. Et comment se passe cette première opération ? Alors évidemment, c'est... En quoi consiste-t-elle déjà ? Alors, c'est une attaque de position. On a commencé en effet par une attaque de position sur des postes un peu éloignés de chez nous, de l'emplacement du commando, dans le sens où plus on s'éloigne, évidemment, plus les défenses sont faibles. Donc il fallait évidemment faire une pénétrante un peu lointaine pour aller atteindre des positions finalement peu défendues, avec des ratios d'hommes de 1 contre 3. Et 3 en assaut face à une position qui est en termes d'effectifs, qui est beaucoup moindre. Donc, bénéficiant évidemment de la surprise, évidemment, on doit théoriquement avoir un succès. Et c'est ce qui s'est passé, on a eu à chaque fois des succès. Alors c'est vrai que on avait formé des gens, évidemment, à pénétrer les défenses sans appui-feu. L'appui-feu, c'était lorsqu'on était finalement quasiment dans la position. C'est à ce moment-là où, évidemment, on se faisait repérer par une sentinelle. Donc, c'est là où on créait automatiquement une boule de feu qui partait à la fois de l'intérieur et pour toute la position, pour neutraliser finalement une réaction. On souhaitait qu'une seule chose, c'est que soit les gens s'enfuient, évidemment, ou tombent dans leur bunker, mais on était déjà dans les bunkers, donc après c'était qu'un nettoyage de banque. Alors pour nos téléspectateurs, ce qu'on appelle un bunker à l'asiatique, qu'est-ce que c'est que c'est un trou avec des sacs de sable? Oui, c'est ça, avec des rondins de bois avec de la terre dessus. Et comme ils mettent leur petite maisonnette, leur case juste au-dessus, ils n'ont qu'à sauter dedans. Et donc c'était des réseaux de tranchées, mais nous, notre exercice consistait à rentrer dans le réseau de tranchées avant qu'ils se rendent compte... évidemment, avant qu'ils se réveillent. Voilà. Et pour vous aussi, c'est un baptême du feu, donc? Oui, évidemment. Évidemment. Mais là, on mettait... Alors, disons qu'on s'était beaucoup entraîné. Voilà, donc c'était... c'est un des grands principes. Comme vous l'avez dit, il y a le destin, il y a le hasard. Donc, entraînement difficile, guerre facile, c'est un classique. Mais après, on ne sait pas, évidemment... Alors, j'ai eu mon sergent qui a été blessé à la jambe.
Et de cet enseignement-là, en rétex d'expérience, c'est ce qui nous a le plus marqué, ça a été le retour. Parce que, évidemment, porter un gars pendant 8 heures, un bracardage de 8 heures dans une petite rivière en crue, en saison des pluies, c'est long. C'est long et un peu fatigant quand même. Et donc c'était difficile. Le retour a été difficile parce qu'évidemment on était déjà fatigués. On avait passé toute la nuit à faire notre pénétrante et ramener les gars, c'est difficile. Et dans votre livre, vous décrivez, je crois de mémoire, 4 opérations. Oui. Donc toutes ne se passent malheureusement pas aussi bien que la première. Oui, alors on a fait une très grosse, qui était aussi en une position un peu éloignée du front, mais qui était une position logistique avec une ville. Donc c'était mon partenaire Thierry qui commandait, qui lui prenait d'assaut la position, et moi je m'étais occupé de la ville, et dans laquelle il y avait aussi des bunkers, il y avait donc on a attaqué ensemble cette ville, on a réussi. On s'est fait straffer par l'aviation, évidemment, qui a réagi, évidemment. Mais on avait rempli une très belle mission à cette occasion. Il y a une opération avec laquelle vous êtes très sévère avec vous. Ah oui, alors, j'ai eu évidemment des situations plus complexes. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé, et Thierry a eu aussi ça comme moi, mais on s'est retrouvé face à des choix. Des choix d'action qui étaient soumis à la contrainte finalement d'un environnement local de commandement on ne voulait pas faire perdre la face. On ne voulait pas à la fois la perdre et on ne voulait pas faire perdre la face, évidemment, à ceux qui nous faisaient une demande d'attaquer une position. Parce qu'évidemment, dire non devant tout un état-major local, je fais perdre la face, évidemment, à l'officier supérieur au chef de guerre, on va dire, au seigneur de la guerre, qui fait cette demande. Je ne peux pas lui dire non face à tout son état-major. C'est difficile. Donc il faut savoir anticiper, en effet, ce genre de situation un peu complexe où dire non, c'est important. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas forcément, évidemment, les gens entraînés, on n'a pas forcément, évidemment, les appuis-feu qui conviennent. Et ça m'est arrivé de me retrouver dans une situation comme ça. Évidemment, ça a été un échec. Tous les signaux étaient au rouge. J'ai quand même donné le banco pour y aller. Et j'ai pas eu un raisonnement, on va dire, correct. C'est cette pression finalement de la face en Asie. On n'a pas bien, on n'avait pas bien mesuré ce que ça voulait dire. Voilà. Et on ne s'est pas trop transmis cette information parce que ça a coûté la vie ensuite à un de nos amis. Qui a donné un assaut sur une position alors qu'il n'était pas du tout structuré pour un assaut. D'accord. Voilà. Alors en revanche, il y a une opération, elle, qui a été un succès, c'est le retournement d'un officier ennemi, un officier de l'armée birmane, que vous avez capturé. Alors évidemment, c'était quelque chose qui était assez intéressant dans le sens où on n'avait pas trop d'informations évidemment sur l'architecture militaire que l'on avait en face, et donc connaître évidemment son ennemi, lui poser des questions, et quelque chose d'important. Donc j'ai eu en charge évidemment la formation des officiers de renseignement, et nous avons donc eu l'occasion de retourner un officier. Et nous l'avons évidemment compromis pour qu'il... compromis de quelle manière ? Il devait déjà nous donner des informations sur des positions qu'on était à même de pouvoir faire, et évidemment sur des cibles au sein de sa hiérarchie. Et donc, tout était filmé, tout a été pris en photo. C'est sûr que en le relâchant, évidemment, il était tenu.
Il s'agissait de le retourner ou de le Ah, compromettre? le retourner. Enfin, de le retourner en le compromettant. Il y a les deux. C'est que, évidemment, il n'y a pas d'échappatoire. Si on est attrapé, évidemment, on sait qu'on va trahir. C'est obligé. Ça prend un certain temps, mais on sait que la personne va trahir. On sait que la personne va parler. Va parler et va trahir. C'est un univers de guerre où, évidemment, sa vie est en jeu. Donc, on est bien conscient que si on ne collabore pas, les choses peuvent très mal se passer. Et on n'est pas au cinéma, vous voulez Et dire. on n'est pas au cinéma. Voilà. Donc les gens collaborent, toujours. Tomber sur des héros qui sont prêts à se sacrifier en disant rien, bon, c'est extrêmement rare, c'est exceptionnel, on va dire. Et ça veut dire aussi que ceux qui sont en face ne sont pas forcément les meilleurs. Quand vous voulez dire que finalement, celui qui ne parle pas, c'est lui qui est mort avant d'avoir pu parler. Oui, mais dans ce cas-là, c'est aussi la responsabilité de celui qui les interroge. Il ne faut surtout pas que la personne veuille se suicider ou il ne faut pas que les gens meurent. L'objectif, c'est pas que les gens meurent, Bien surtout sûr. pas. Donc là, le retournement, la compromission se fait, vous faites des montages photos Oui, mais il y a toute une procédure qui amène les gens à une collaboration qui leur semble tout à fait naturelle, de toute façon. Et évidemment, on fait miroiter un certain nombre de choses qu'on lui donne, évidemment, dans un contrat de partenariat. Voilà. Mais on est obligé de prendre des garanties aussi, mais comme lui est obligé d'en avoir, donc c'est réciproque. Et là, c'est Voilà. quelque chose que vous avez appris en théorie ou c'est venu vous aviez un talent pour ça en particulier? Oh, j'avais peut-être un petit talent quand même pour ça. Et alors ensuite, vous commencez C'est à... une procédure que j'ai mis... Alors, parce que c'est pas forcément des choses qu'on apprend. Bien. Mais donc, l'opération, elle, a été un succès. Enfin, ça, Ah oui, ça a évidemment. fonctionné. D'accord. Évidemment. Avant de passer à la fin, enfin, à votre désengagement, je voudrais un petit mot parce que c'est un livre que vous dédiez à certains de vos camarades. Il faut que je retrouve la page. Malheureusement, j'ai pas mis. Voilà. Vous la dédiez à Jean-Pierre Courrèges, à Olivier Thiriat, à Guillaume. Jean-Philippe Courrèges. Jean-Philippe Courrèges, pardonnez-moi. Olivier Thiriat et Guillaume Oilic. Donc ça, ce sont des camarades que vous avez perdus Et oui. sur le terrain. Oui. Ils sont morts en opération. Et donc. Vous étiez sur place? Non, mais par contre, je suis allé récupérer le corps de l'un d'entre eux. Voilà. Et donc, évidemment, c'est suite, en effet, assez... parce qu'évidemment, tout part évidemment de leur volontariat. Mais de créer, de participer, évidemment, à la mise en œuvre d'une dynamique, faut être bien conscient qu'il y a des sacrifices et des prix qui sont à mettre en parallèle. Et c'est pas forcément... c'est ce que j'expliquais aussi à certaines personnes qui voulaient continuer dans ces missions. C'est qu'à un certain moment, quand la situation internationale a changé, il n'y a plus nécessité d'avoir ce type de projection qui entraîne des morts. Voilà. Donc on est là pour défendre aussi la vie. On s'entraîne pas du tout pour mourir, on s'entraîne justement pour être vivant. Et on se bat pour des gens qui ont affaire à des dictatures qui veulent leur imposer des choix de société et ils vont se défendre. Donc on est là pour les aider à protéger leur identité et protéger leur vie. Voilà. Donc faut bien comprendre que les engagements que l'on a eus servaient en effet la liberté, ça c'est indiscutable, servaient évidemment à ce que des populations se défendent face à des pouvoirs soit hégémoniques, intellectuellement ou ethniques, mais qui a un prix à payer. Et ce prix à payer, évidemment, c'était la perte de certains d'entre nous. Et finalement, souvent, le
le souvenir de ces gens-là nous accompagne toujours. Puisqu'évidemment, ils n'ont pas eu cette grâce d'une destinée qui allait perdurer. Alors, vous quittez le terrain. Oui. Et alors vous avez créé une association qui s'appelle C'était la PAX, le programme charitable d'action et de soutien. Ouais. D'accord, donc qui consiste une association humanitaire. Alors c'était une association humanitaire, mais qui était un peu différente. Un peu différente dans le sens où on avait le souhait d'apporter un soutien aux populations, non pas réfugiées, mais qui se défendaient. Et c'est donc un soutien aux populations qui fournissent des hommes qui combattent. Et parce que des populations, évidemment, je peux comprendre la démarche, évidemment, des associations humanitaires qui font un travail remarquable. Seulement, elles sont tenues par des principes philosophiques de ne pas chercher l'origine des mots. Des mots MAUX. Et évidemment, il y a une projection chrétienne de voir tous les hommes sur un même plan d'égalité. Et seulement, il y a des hommes mauvais. Le mal existe. Et ne pas être capable de faire la différence entre le bien et le mal, ça pose un problème. Et donc, évidemment, si on doit soigner celui qui est mauvais et le mettre sur un plan d'égalité avec celui qui est bon, ça pose un problème. Je considère que c'est quelque chose qui est dévoyé dans la compréhension des actes. Et alors c'est vrai que beaucoup de ces associations ont besoin évidemment des autorisations des pays pour travailler. Mais de facto, ils ferment les yeux sur l'idéologie sous-adjacente. Or, ce sont les idéologies de ces sociétés-là qui sont le mal. Donc, refuser de le voir me pose un problème. Voilà. Donc, votre association, elle, se concentre vraiment sur ceux qui combattent le mal. Cette association est fermée, mais oui. disons qu'on soutenait en effet ceux qui étaient les populations civiles qui soutenaient ceux qui combattaient. D'accord. Et vous, donc, cette association, ensuite, vous continuez à recruter et à envoyer des instructeurs ou... Oui. Ça a duré combien de temps jusque dans... Jusque 90, voilà. Disons qu'on a continué encore un peu après la chute du mur, et c'est principalement le décès de l'un d'entre nous, qui était un officier français, qui avait le souhait d'être un opérateur sur zone. C'est suite à son décès qu'on a préféré lever le pied. Et on a considéré que la période était passée. Cette période-là était passée. Et donc, il y a d'autres qui ont continué. D'autres ont continué à travailler, à former. Mais la situation politique n'était plus la même. Voilà, donc, on a préféré arrêter. Et vous parlez de notion ethnique aussi. Il y a une... Alors, évidemment, c'est... si la dimension politique disparaissait, il restait quoi ? Il restait évidemment des conflits ethniques. Mais en tant que Français, on n'a pas à prendre parti pour une ethnie ou par rapport à une autre. On n'a pas à prendre parti pour des conflits qui sont antérieurs finalement. Est-ce que le fait que les Karennes soient chrétiens rentre en ligne de compte ou pas ? Évidemment, c'est un paramètre aussi important. C'est-à-dire qu'on a des affinités spirituelles et des affinités de priorité. Évidemment, entre le monde bouddhiste et le monde chrétien, il y a d'énormes différences. Et le monde hindouiste, on en parle évidemment. Mais évidemment, on a ces affinités déjà de bien, de mal et de priorité. Voilà, sur des choses qui permettent d'organiser une société. Et trouver évidemment des interlocuteurs qui ont les mêmes référentiels que nous, évidemment, ça se comprend. On se comprend plus facilement, on va dire. Maintenant, la
la racine d'un conflit entre des Birmans et des Karen, elle est bien antérieure à ça. Elle ne nous concerne pas, nous, en tant que Français. C'est quelque chose qui n'est pas écrit dans notre histoire. Non, bien sûr. Absolument pas. Donc on a d'autres, par exemple, des conflits là, qui sont en Europe, avec des groupes ethniques qui s'affrontent, des Russes, des Russines, des Slaves polonais. C'est des choses qui, par exemple, n'ont pas de résonance chez nous. Aucune. C'est le conflit entre des Russines et des Polonais ou les Russines et des Russes, ça ne nous concerne pas. Alors on peut avoir évidemment un avis sur l'une ou l'autre des sociétés. Oui, on peut prendre aussi un parti pour l'une ou l'autre, si l'on veut. Mais il faut bien argumenter. Hein. Effectivement. Et finalement, pour vous, ça a été 5 ans de votre vie, un peu plus. Au final, quelle expérience en avez-vous tiré? Ça sera le mot de la fin. Alors, c'est pas si simple, mais déjà, il faut toujours, enfin à mon sens, toujours combattre et toujours s'élever contre toute forme de dictature, quelle qu'elle soit. Des dictatures, qu'elles soient basées sur les classes sociales ou basées sur les races, les ethnies. Et dès le moment où il s'agit d'une idéologie platonicienne qui pense être dans le mieux et qui veut l'imposer aux autres, ça veut dire qu'elle va détruire toutes les singularités. À partir de là, il faut savoir s'opposer à elle tout de suite. Et pas se poser de questions, c'est une idéologie dangereuse pour les sociétés humaines. Ça, donc c'est une vraie nécessité de combattre sous différentes formes. Dans une société de temps de paix, ça peut être le verbe. Évidemment, temps de guerre, c'est un autre temps. Voilà. Et ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut évidemment s'appuyer sur des volontés humaines, sur les moteurs humains. Il y a plusieurs moteurs qui vont pousser les hommes à s'investir, à faire un premier pas. Est-ce qu'on a le temps un petit peu de les décrire? Une minute. Oh, ça va, bon, non, ce sera un peu court. Donc on a un moteur familial de tradition familiale, on va avoir le moteur, évidemment, de la réaction en contre, on va avoir, évidemment, celui qui est carriériste, on va avoir la dynamique de groupe, ou des émotions, on va avoir la violence qui est un moteur chez certains, avec une incapacité à s'exprimer. Vous avez l'idéologie, vous avez évidemment les carriéristes, et puis vous avez aussi des moteurs qui sont complètement propres aux individus. C'est un exemple qu'on m'a ressorti encore récemment. J'aime la France parce que j'aime les mathématiques. Alors bon, c'est un peu complexe, mais c'est tellement personnel à la personne qu'après tout, on peut rien dire. Bon, mais voilà. Bien. Et Aymeric Valois, merci. Je renvoie donc les téléspectateurs à votre passionnant ouvrage « Action clandestine, les opérations des volontaires français en Asie du Sud-Est ». Donc c'est en auto-édition, on peut le trouver... sur Amazon principalement, mais il y a plusieurs librairies, la Nouvelle Librairie, la Librairie Française, du Ken, et prochainement les deux cités. Alors quelques autres conseils de lecture et de visite avant de laisser la place à Christopher Lann et à sa petite histoire. Un choix très guerrier, nous sommes dans le thème aujourd'hui, avec tout d'abord un livre consacré à une histoire de l'armée française, paru aux éditions Ring, sous la direction de Dimitri Casali. Avec Nicolas Cadet, Thierry Chauffat et Éric Tessier, il a entrepris de raconter l'histoire de l'armée française depuis la guerre de 100 ans jusqu'à nos jours, parcourant ainsi 700 ans d'histoire de France. Les grandes heures de l'armée française sont présentées chronologiquement, ponctuées de la biographie des principaux héros, de fiches sur les grandes batailles et des dates essentielles à retenir. L'évolution de l'armement comme les défis actuels à relever ne sont pas oubliés. On redécouvre d'une part que l'armée a toujours su s'adapter, mais quelquefois avec retard, ce qui lui a coûté cher. Et d'autre part, que les dirigeants politiques ont le devoir de lui fournir les moyens de remplir sa mission, ce qui n'a pas toujours été le cas. Un des buts de cet ouvrage est de recréer les liens mémoriels qui ont longtemps uni le peuple français et son armée et de renforcer l'esprit de défense, car le pays peut et doit être fier de son armée, surtout à l'heure où la guerre de moyenne intensité réapparaît en Europe.
Ce livre, bien dans le style de ceux qui existaient autrefois et que nous aimions, fera sans doute naître des vocations, tant d'historiens que de militaires. Enfin, dans une dernière émission, nous évoquions l'exposition Forces spéciales au musée de l'armée aux Invalides. C'est aussi le sujet du dernier livre de Walter Bruyère-Hostel, le COS, Histoire des forces spéciales françaises, paru chez Perrin. Le COS, Commandement des opérations spéciales, a été créé, je vous le rappelle, en 1992, suite au retour d'expérience de la première guerre du Golfe de 1990-1991. La devise du COS, agir autrement, est significative des modes d'action employés, ces interventions étant préparées dans le secret et conduites discrètement, loin des regards de l'opinion publique. Et leurs résultats sont souvent spectaculaires alors que les moyens engagés sont modestes. En effet, si la France n'a pas les moyens des États-Unis, notamment sur le plan du renseignement spatial et des moyens aériens, on se rend néanmoins compte qu'avec le COS, notre pays dispose d'un commandement et d'unités parmi les meilleurs du monde. Walter Bruyère-Hostel, qui a interviewé d'anciens grands responsables des armées et du COS, aborde parfaitement les problématiques actuelles et les défis à relever. C'est une riche enquête qui permet de bien éclairer la question des forces spéciales françaises et qui se lit avec un réel plaisir. Partons maintenant pour la préhistoire au Musée de l'Homme à Paris. Il s'agit d'une exposition intitulée Art et préhistoire qui vous fera faire un bond de 40 000 ans en arrière et surtout découvrir à travers l'expression artistique notre stupéfiante proximité avec les Homo sapiens du Paléolithique et du Néolithique. Au-delà des célèbres Vénus ou des incontournables fresques de Lascaux et de Chauvet, l'exposition présente plus de 90 pièces préhistoriques originales et des centaines d'images numériques de peintures et de gravures. Riches d'une diversité de formes et d'expressions insoupçonnées, elles illustrent le pouvoir de l'imagination et de la créativité humaine depuis la nuit des temps. Les objets phares des collections du Muséum national d'histoire naturelle, comme la Vénus de l'Espug, la Vénus impudique de l'Augerie basse, le propulseur au bouquetin affronté dans l'Aisne, le mammouth de la Madeleine, côtoient des près exceptionnels, tels la Vénus de l'Auxelles, le petit cheval de la grotte des Espelugues à Lourdes, le propulseur au fan du mât d'Asile et une saisissante plaquette de la Marche représentant un profil humain. La plaquette dite de l'auroch rayonnant, découverte récemment sur le site du Rocher de l'Impératrice dans le Finistère, est-elle dévoilée pour la première fois au public. Cette exposition se tient jusqu'au 22 mai 2023. Avant de nous quitter, n'oubliez pas bien sûr de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. En attendant, nous retrouvons Christopher Lann et sa petite histoire. À bientôt. Quatrième et dernier épisode de cette thématique consacrée aux grandes victoires navales françaises. Et cette fois, on n'est plus sous l'Ancien Régime, on n'est pas non plus sous l'Empire, parce que bon, niveau victoire navale, c'était pas trop ça l'Empire. Non, cette fois, on est en 1941. Oui, en 1941, parce qu'on va parler d'une bataille complètement méconnue, mais qui est pourtant la dernière victoire navale de l'histoire de la marine française. Elle a lieu en Indochine, ça se passe contre la marine thaïlandaise pendant la Seconde Guerre mondiale donc, et si elle est si méconnue, c'est aussi sans doute parce qu'elle a lieu sous le régime de Vichy. Bon, après, de là à qualifier cette victoire de victoire de Vichy, c'est allé un peu vite, parce que le théâtre indo-chinois, à ce moment-là, dépassait complètement ce qui pouvait avoir lieu en métropole, surtout après l'armistice, mais bref. Elle met donc aux prises la marine française en Indochine, qui est faite de briques et de broc, qui est commandée par le capitaine Béranger, à la marine thaïlandaise, qui veut sa part du gâteau dans la région. Allez, c'est parti. Donc, je l'ai dit, le contexte, c'est l'Indochine française, d'après l'armistice de 1940. On est à ce moment-là donc sous le régime de Vichy, et autant vous dire qu'on est loin de la métropole et donc loin de ses préoccupations. Lorsque la France s'est installée en Indochine, elle l'a fait de manière à peu près unilatérale, en s'accaparant des territoires par-ci par-là, sans consulter personne. Normal quoi. Là, quand vous entendez normal quoi, vous prenez bien conscience qu'ici on n'est pas chez Nota Bene, non? Le problème, c'est qu'un pays voisin, la Thaïlande, n'est pas tellement d'accord avec tout ça et le fait savoir, notamment en demandant au gouvernement français de lui restituer quelques régions.
ce que la France accepte par principe dans un premier temps. Donc gentleman quoi, hein, tiens, récupère ton bout de jungle et laisse-moi exploiter le caoutchouc. Sauf qu'en 1940, la France capitule face à l'Allemagne, c'est le gros bordel, et donc l'Indochine française est loin d'être la priorité du gouvernement, donc la Thaïlande espère bien évidemment profiter de ce chaos. Donc secrètement, les Thaïlandais s'arment et se mobilisent avec la ferme intention de récupérer ces territoires par la force et avec l'effet de surprise. Après quelques tensions et escarmouches, la guerre débute dès janvier 1941. Les forces thaïlandaises lancent des assauts sur les régions françaises du Laos et du Cambodge. Malgré la violence des attaques et l'effet de surprise, les Français résistent avec acharnement et quelques jours plus tard, ils décident même de riposter. Une grande contre-attaque est lancée, mais celle-ci échoue. Il ne reste plus alors qu'une solution, celle du dernier espoir, attaquer là où les Thaïlandais s'y attendent le moins, par la mer. L'amiral Régis Béranger se voit alors confier la mission de se porter au devant de la flotte thaïlandaise et de la détruire afin de calmer un peu les ardeurs de l'ennemi. Mais comme je l'ai dit au début, la flotte française en Indochine est loin d'être reluisante. Elle est faite de briques et de brocs, de tout et n'importe quoi et ne compte qu'un seul croiseur, 4 avisos dont 2 légers et 2 hydravions. C'est vraiment pas fou. Il n'y a pas non plus de quoi refaire la bataille de Midway, quoi. De leur côté, les Thaïlandais sont largement mieux équipés, que ce soit avec des navires italiens ou par le Japon, et plus lourdement aussi, puisqu'ils ont 2 garde-côtes cuirassés, 10 torpilleurs, 2 avisos, un mouilleur de mine et 4 sous-marins. Sauf que les Thaïlandais, comme je l'ai dit, ne s'attendent absolument pas à une attaque navale. Le 16 janvier 1941, leur flotte est repérée par un hydravion français. Elle est au mouillage dans le golfe de Koh Chang, bien en place et protégée par un grand nombre d'îlots fortifiés. Et pourtant, dès le lendemain, 17 janvier, la flotte française arrive au petit matin et se place de telle sorte à bloquer tous les accès de la baie, bloquant ainsi les défenseurs dans leur propre port. Aussitôt, et grâce à l'effet de surprise et à un tir redoutable, la marine française ouvre le feu de tous ses canons et pilonne les navires thaïlandais dont les équipages sont complètement abasourdis et dépassés. Ainsi, au bout de 2 heures seulement, un tiers de la flotte thaïlandaise a été détruit et 300 membres d'équipage ont été tués. Et de leur côté, les Français ne déplorent aucune perte, qu'elle soit matérielle ou humaine, si ce n'est quelques blessés légers dus à des attaques de l'aviation ennemie. Forte de son succès, la flotte française rentre à Saigon après cette grande victoire qui sera saluée jusqu'en métropole parce qu'elle était complètement inespérée et inattendue. Dans ses mémoires de guerre, même De Gaulle en parlera, décrivant, je cite, « une brillante victoire navale du 17 janvier 1941 au cours de laquelle le croiseur Lamotte-Piquet et quelques avisos français ont envoyé par le fond la flotte du Siam. » Cette bataille de Koh Chang n'aura évidemment aucun rôle décisif dans la suite des événements puisque le Japon va venir s'en mêler en posant un ultimatum contraignant les deux parties à un armistice dans lequel la France doit abandonner certaines provinces. Néanmoins, je trouvais important de la mentionner dans cette série, parce que sinon déjà il n'y aurait eu que des batailles de l'Ancien Régime, parce qu'elle est complètement méconnue, mais surtout car il s'agit de la dernière victoire navale de l'histoire de la marine française. Et c'est aussi la seule victoire maritime purement française de la Seconde Guerre mondiale. Voilà pourquoi il était selon moi nécessaire d'en parler. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous aura permis de découvrir ce fait historique oublié. J'espère aussi que vous avez aimé la thématique sur les grandes victoires navales françaises, parce que c'est pas souvent qu'on parle de ça aussi, et c'est pour ça que c'était important pour moi. On se retrouve donc la semaine prochaine avec une nouvelle thématique que je vous laisserai découvrir en temps voulu, parce que faut quand même un peu de suspense, hein. Merci à tous et à mardi.